Si on voulait choisir une date significative d'un changement d'époque, il est certain que 1947 s'y prête. L'année 47 est celle d'un basculement. On entre dans une période d'affrontement majeur, formalisé. C'est d'un côté le plan Marshall, de l'autre côté la création du Cominform, des partis communistes de l'Est de l'Europe, avec le Parti communiste français. Et dans l'hiver 47, ce sont les grèves, qui sont des grèves à la fois de revanche, de désespoir, de désillusion du monde ouvrier, qui sent en quelque sorte qu'une partie de ses efforts ont été sinon vains, mais n'ont pas été couronnés de succès pour la bataille de la production. Au plan international, c'est la rupture définitive, durable, entre les États-Unis et l'URSS. Les États-Unis, avec le plan Marshall, interviennent globalement dans l'économie, la société des pays européens qui, en quelque sorte, ont accepté de recevoir cette aide. L'URSS, avec les pays de l'Europe de l'Est, a refusé cette aide et a constitué un camp qui s'oppose à celui des États-Unis. Le cinéma que le Parti communiste produit dans cette période, ainsi que les films de la CGT, s'inscrivent donc dans un cadre qui est un cadre de conflictualité sociale et politique forte. Le monde ouvrier qui a participé à la résistance, qui a participé au sacrifice de la bataille de la production, a le sentiment parfois de s'être fait avoir. Le Parti communiste et la CGT sont à la tête de ces luttes, mais souvent ils les accompagnent. Et en même temps, dans ces luttes, il y a des divisions, il y a la scission syndicale qui se produit à ce moment-là dans la CGT avec la création de Force ouvrière. Dans cette dynamique de la confrontation, le Parti communiste va prendre le drapeau de la lutte pour la paix contre le réarmement allemand, mais aussi contre les interventions militaires américaines en Corée. En fait, le contexte politique, on le voit dans les premiers films qui sont produits à ce moment-là. C'est un contexte de conflit assez fort. Le cinéma du Parti communiste et de la CGT, c'est un cinéma de réponse aux actualités de l'époque, qui dénonce les grèves présentées comme insurrectionnelles, comme violentes, et qui justifie la répression policière, la répression des gardes mobiles à l'instigation d'un ministre qui est nommé, notamment dans le film, Jules Mock. L'anniversaire de Staline est commémoré en Union soviétique et dans beaucoup de pays. En France, le film que nous avons est intéressant, c'est-à-dire qu'il raconte une histoire dans le territoire. On voit des ouvriers, des paysans qui se rassemblent, qui lisent soit un hommage, qui vont signer ensemble un texte ou offrir un présent en référence à une histoire sociale, à une histoire qui est l'histoire du peuple, l'histoire des traditions, des régions. Le tout dit par Paul Éluard, avec une musique de Jean Dienner. On voit bien qu'on a mobilisé et que se sont mobilisés des intellectuels, des artistes. Ce film est tout à fait, en quelque sorte, emblématique de ce qu'on pourrait appeler un culte d'un Staline qui n'a jamais existé, sauf dans l'imaginaire politique tel qu'il est construit, d'un Staline le meilleur des hommes, le meilleur des chefs, celui qui accompagne l'humanité souffrante et qui a dit « l'homme c'est le capital le plus précieux ». Quand on sait ce qu'il en est du rôle de Staline, on mesure les formes d'aveuglement, mais qui n'ôtent pas l'intérêt pour ce film. En même temps, le Parti communiste va continuer à développer ce cinéma de réponse, mais en essayant et en s'efforçant de prendre le drapeau de la lutte contre la guerre et de défendre l'idée de la paix. Pas seulement la lutte contre la guerre, mais pour la paix. Le congrès des partisans de la paix, de ce point de vue, est intéressant. On voit des intellectuels, on voit furtivement Picasso, on voit Paul Robeson, on voit des gens de tous les pays, mais filmés à l'intérieur du congrès, quasiment en direct, et ensuite au stade Buffalo. Ça rappelle les films qui étaient filmés de cette manière à l'époque du Front populaire. On a une caméra et des cinéastes qui sont immergés dans la population. Les Américains en Amérique
Il est tout à fait remarquable de voir comment le film est tourné avec des premières scènes sur les destructions en Europe, la prospérité américaine liée à la guerre, les trusts ont fait des bénéfices. Et dans la deuxième partie du film, l'argumentation, c'est les Américains go home, hein, doivent rentrer chez eux parce que notamment il faut que la production, l'industrie française puisse se développer dans le cinéma, dans l'aviation. C'est-à-dire que le Parti communiste n'abandonne pas immédiatement les thèmes qui ont fait sa force à la libération. 5 ans plus tard, 1956, l'ambiance est vraiment différente. Une ambiance, alors là, d'isolement, d'affrontement. Le film sur les événements de Hongrie vus du côté français, parisien, et quand il y a l'émeute d'éléments d'extrême droite, dans un climat d'isolement, isolement et de désillusion politique. L'année 56 a été celle des espoirs déçus, de la paix en Algérie, de l'alliance avec le Parti socialiste et aussi les espoirs du 20e congrès de l'Union soviétique. En même temps, la désillusion avec les événements de Hongrie. Et donc le climat de ce film est un climat à la fois de dureté, qui dénonce le nouveau fascisme, le danger de guerre, mais en même temps qui exprime l'isolement, un isolement approfondi à ce moment-là du Parti communiste français.